Eric Signor. Bonjour Alex. On se tutoie ou on se voit? Moi je peux te tutoyer. On se tutoie, on se connaît. Allez. On va faire semblant. Ouais. Candidat aux élections législatives. Ouais, dans le Val-de-Marne, 3e circo, Louis Boyard. Ah mais ça revient tout le temps, Louis Boyard. C'est Dans le toutes tes député. vidéos, tu fais une campagne très digitale, très numérique, et tu t'adresses tout le temps à lui, Louis Boyard. Campagne digitale, numérique et sur le terrain. Ouais. Et Louis Boyard, c'est le député sortant. C'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les électeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas donné la bonne image de la politique, pas donné la bonne image d'un député, pas donné la bonne image pour le département. C'est un département, moi, ma famille elle vient de Villeneuve-Saint-Georges, au sud de cette circonscription, et c'est un département pas facile, où il y a de la précarité, où on voit des gens qui souffrent. Et je pense que quand on promet à ces gens des choses, et y compris aux plus jeunes en ce qui concerne Louis Boyard, 1000 €, salaire étudiant, dès que j'arrive à l'Assemblée nationale, vous avez ça sur le compte, je pense qu'on a une responsabilité. Et donc c'est pour ça que je le cible autant, parce que, un, il est sortant, donc il a un bilan, et deux, je pense que moi je suis redevable d'une certaine manière à ce département qui a vu ma famille grandir, mais depuis tu vois, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui m'a permis à moi de m'émanciper, de faire des études, de devenir journaliste dans une précédente vie, et de faire aujourd'hui ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas. Et Louis Boyard, il répond pas quand tu l'interpelles sur les vidéos? Parce que tu l'interpelles beaucoup, vraiment. Ouais. Il répond pas. Non, il répond pas. Il répond pas. Vous connaissez? T'as été journaliste avant, vous vous connaissez? Je l'ai croisé, pas quand j'étais journaliste, parce que en fait, moi, je quitte le journalisme au moment des élections législatives, juste avant les élections législatives de 2022. Et après, je l'ai croisé une ou deux fois sur des plateaux quand j'étais devenu porte-parole de Renaissance. D'accord. Donc je le connais pas très bien. Ok. Tu dis, ouais, il donne une mauvaise image de la politique, c'est tout ce que tu aimes pas, entre guillemets, dans ce milieu politique, mais lui et d'autres, les Français, pourraient dire aussi que votre parti, ton président de la République, notre président de la République, Emmanuel Macron, donne une mauvaise image de la politique, plein de promesses, on n'a rien tenu. Ah bah ça, je suis pas d'accord avec la fin de la phrase. Je suis d'accord sur le fait qu'on puisse dire tout ne va pas bien, tout n'a pas été bien fait. Moi, je pense que déjà, on a vécu des crises comme jamais. C'est des crises qu'on vit une fois par siècle. Je parle du Covid et je parle de la guerre en Ukraine, qui ont des incidences directes sur le quotidien des Français, et que Emmanuel Macron, le président de la République, et ses gouvernements successifs n'ont jamais pu mener à bien la politique telle qu'elle était présentée dans les programmes, parce qu'elle a été directement impactée par des crises. Et pourquoi il n'explique pas ça? Parce que tout le monde dit qu'il est un peu suffisant, qu'il est un peu hautain. Je pense que, tu vois, quand je suis sur le terrain, notamment les commerçants, ils s'en souviennent de la période du Covid. Parce que quand tu mets la clé sous la porte du jour au lendemain, du 16 mars 2020 au 17 mars 2020, que tu sois restaurateur, que tu sois boucher, boulanger, ce que tu veux, tu te dis, mince, comment je vais tenir? Eh ben, le quoi qu'il en coûte, les prêts garantis par l'État, tout l'accompagnement qui a été fait par l'État, je ne dis pas que c'est Emmanuel Macron, mais c'est lui qui décide en haut, et ensuite l'État, il a bien tenu à ce moment-là, les préfets, les maires, etc. Ils se souviennent de ça. Derrière, tu as la guerre en Ukraine, qui, après le plan de relance et tout l'argent qu'on avait injecté dans l'économie pour qu'on tienne, vient une nouvelle fois impacter le quotidien des Français avec la crise énergétique et l'inflation alimentaire, en gros. Là, c'est le bouclier tarifaire. C'est contraindre les énergéticiens, donc Engie, Total, etc., à changer les contrats, notamment pour les professionnels, parce qu'ils étaient en train de se faire ruiner. Donc ça, c'est des choses qui ont été visibles, tangibles par les gens, et puis après, tu as des incompréhensions. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a Emmanuel Macron qui est à la tête de l'État, il y a les Français qui l'ont mis en situation de majorité relative. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pour la proportionnelle, je suis pour la représentativité. Et donc, moi, je suis pour le compromis. Le consensus, c'est ce qui se passe partout en Europe, c'est ce qui se passe au Parlement européen. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a des oppositions irresponsables. Et moi, je cible deux personnes en général. C'est Olivier Faure, main gauche, et Éric Ciotti, main droite. Parce que ces gens-là, ils sont coupables de forfaiture, de compromission et de trahison des électeurs. Ouais, mais après, c'est pas que eux. Ah ben, eux, ils sont chefs de parti, les autres députés, on peut pas leur... Non mais tu vois, est-ce qu'on se dit vraiment, en toute honnêteté, depuis 2017, tout est mal fait par Emmanuel Macron? C'est une question que tu me poses. C'est pas moi qui fais... Non mais juste... Non, je pense que chacun... Non, je suis d'accord, il y a eu des réussites. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Oui. Eh ben la gauche, si je prends que la gauche, jamais un bon point pour Emmanuel Macron. Jamais un bon point. Jamais, bon ça, d'accord, allez, on l'admet, c'est pas mal. Même les plus grandes réussites, la stratégie vaccinale, le quoi qu'il en coûte, le bouclier tarifaire, sinon c'était des milliers d'emplois détruits, et c'était des gens qui étaient dans une précarité, mais terrible, et c'était la chute et l'affaiblissement de la France. Jamais un bon point. Et puis de l'autre côté, il y a Éric Ciotti, qui te dit au début de 2022, oui, on va vous faire une majorité complémentaire sur du texte par texte, et notamment la réforme des retraites. Et là, c'est intéressant, parce que tu as deux chambres, bicamérisme, Sénat, Assemblée, Larcher et Retailleau, LR, ils te disent, bon, bah ça, on va amender par-ci, par-là, mais on va vous le voter, votre texte. Ils le votent, sans problème. Derrière, à l'Assemblée,
C'est un jeudi matin, je m'en souviendrai toujours, parce que le président de la République appelle tout le monde. Bon, on a un problème, Ciotti veut pas voter. Il nous dit pas ce qu'il va faire. Et là, qu'est-ce qu'on déclenche? Le 49-3. Mais c'est une erreur ou pas? Avec le c'est une erreur de Ciotti. Non, mais pourquoi pas du gouvernement? Pourquoi vous n'avez pas été au vote? Alors moi j'étais pour le vote. Moi j'étais pour le vote. Bah voilà, là où t'as raison. Moi j'étais pour le vote. Je pense que c'est le début entre guillemets de la merde. À ce moment-là, après la réforme immigration. Alors même là-dessus quand même. En fait, quand t'as un parti qui depuis 30 ans, on le sait toi et moi, te dit il faut une réforme des retraites, il faut augmenter l'âge de départ, et malgré ça, t'as quelqu'un qui en gros te met un râteau le matin, qui se pointe pas, qui te met un lapin. C'est pas possible de faire ça parce que c'est irresponsable et ça mène derrière toutes les théories d'un président de la République hors sol qui utiliserait la Constitution à des fins dictatoriales, enfin n'importe quoi. Ce qu'on dit en ce moment sur... Bah oui, mais non, mais l'article 16, c'est une folie, c'est un fantasme, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Qui pensait qu'il allait dissoudre il y a 10 jours? Qui pensait qu'il allait dissoudre? Mais c'est pas la même chose, parce que la dissolution, déjà, il l'avait déjà dit. Ouais, mais premièrement. À ce point-là... mais premièrement, il l'avait déjà dit publiquement. On revient en arrière. Allez. Ce dimanche 9 juin, ouais. Il est 20h30, le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime. Ouais. Tu dois peut-être le savoir, tu es dans les petits papiers, mais disons à 19h. Ouais. Tu t'attends en fait qu'il dissout vraiment l'Assemblée nationale? Alors que les Français viennent de s'exprimer, qu'il a une chance, qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Ouais, alors là, on fait plein d'ellipses. Non, mais c'est important. Et je reviens aux élections législatives de 2022. Je pense que ce qui s'est passé le 9 juin au soir, c'est pas les conséquences ou la conséquence des élections européennes, c'est la conséquence de ce que j'étais en train d'expliquer, du résultat des élections législatives de 2022. En juin, donc il y a 2 ans pile, Elisabeth Borne, elle reçoit les partis politiques, du Parti communiste aux Républicains. Elle leur dit contrat de gouvernement. On peut s'entendre. On prend 10 textes, on négocie et on s'entend. Il n'y a pas un responsable politique, de Fabien Roussel à Éric Ciotti, qui serre la main d'Elisabeth Borne. Ils repartent, ils disent non merci, on va se débrouiller. Ils ne rêvent que d'une chose, faire tomber le gouvernement. Ça n'arrivera pas. Malgré toutes les motions de censure votées LFI, RN, les deux ensemble, l'arnaque permanente, il y a un parti qui n'a pas voulu le faire. À chaque fois, LR. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on a réussi texte par texte, mais jamais avec une véritable majorité complémentaire. Alors, donc ça ne marchait pas. Et à la fin, Ciotti, qu'est-ce qu'il attendait? Le bon moment pour s'allier avec le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il a jamais voulu danser le tango avec nous et qu'il nous a laissés seuls. Mais c'est quand même, et maintenant il danse avec Bardella, et il va défendre la retraite à 60 ans. Il va défendre. D'accord que c'est fou alors qu'il a fait une campagne présidentielle. Et moi c'est pour ça que j'insiste sur un truc. Il y a Emmanuel Macron, tout n'est pas bien fait, mais il y a la responsabilité ou plutôt l'irresponsabilité des autres. Mais vous n'êtes pas exemple d'auto-reproche quand même. Non, mais j'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, moi je suis quand même halluciné ce matin en regardant Gabriel Attal qui annonce plein de réformes. Hyper intéressantes les réformes. Mutuelle à 1 euro, fin des frais notariaux pour les achats de banques. Ça c'est une révolution. Non mais c'est remboursement des fauteuils roulants. Alors c'était une cause du quinquennat. Emmanuel Macron. C'est pas nouveau ça par exemple. Non, mais simplement on donne un calendrier. Là les 3 trucs que tu viens de citer. Mais donc excuse-moi juste pour terminer. C'est incroyable quand même les 14 réacteurs nucléaires, tout ce que tu veux, enfin tout ce qui est annoncé ce matin. Déjà promis. Ouais, mais déjà promis. Mais vous donnez un calendrier. Pourquoi que maintenant? Pourquoi maintenant? Mais vous avez quand même votre part de responsabilité. Non, 2 choses là-dessus. 2 choses. 1, on a un quinquennat, on fait pas tout en 2 mois. Sinon, on ferait 1 an de mandat, emballer ses pesées, on rejouerait l'élection permanente. Ça, c'est ce que veut d'ailleurs depuis 2 ans la France Insoumise et le Rassemblement National, qui n'acceptent toujours pas qu'Emmanuel Macron les a battus 2 fois. Ensuite, on est là dans un moment de clarté et de clarification. Et donc, à ce moment-là, on reprécise quel est notre programme et on redonne un calendrier clair. C'est le cas sur les frais de notaire, l'exonération des frais de notaire pour les jeunes de classe moyenne, pour les primo-accédants. C'est le cas pour les fauteuils roulants gratuits, remboursés. C'est le cas pour la mutuelle à 1 euro. Mais tout ça, c'était dans les tiroirs. Mais pour ça, il faut du temps, 5 ans, et il nous faut une majorité claire. Parce que demain, si tu veux faire les fauteuils roulants, tu crois vraiment que ça ne sera pas voté sur ce fauteuil roulant? On a été surpris. Hein. On a été surpris sur des trucs qui font normalement consensus. T'as une levée de bouclier parce que oui, mais si vous faites ça, vous faites pas ci, donc je vote pas ça. D'accord. Mais tu vois, sur des trucs, le nucléaire, on a voté un texte qui s'appelle énergie renouvelable il y a 1 an et demi, avec l'appui des communistes, mais sans les Verts. Parce qu'il y avait une partie sur le nucléaire et qu'ils étaient contre. Il faut une clarification, on a besoin aujourd'hui d'avoir le champ libre et une majorité claire. Alors après, c'est pas forcément une majorité absolue, c'est pas un blanc-seing pour Emmanuel Macron, c'est pas donner quitus à Gabriel Attal, mais c'est ce qu'on dit en ce moment. Le champ républicain doit penser à l'avenir de nos enfants et pas à l'avenir de chacun en politique. Les trajectoires personnelles, ça sert à rien là. Il faut penser aux gosses qui demain ont besoin de nucléaire, qui demain ont besoin d'un projet clair et d'un cap pour la France. Et donc, de la gauche républicaine, Jérôme Guedj, Bernard Cazeneuve, tous ces gens qui se sont exprimés ces derniers jours, à une droite modérée,
J'étais en plateau hier avec Geoffroy Didier. Ouais. Tu sais, il était au Parlement européen, dans une majorité socialiste, Macron, droite. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêchait de voter? Là-bas, rien. Absolument rien. Sauf qu'il n'y avait pas les caméras. Et il n'y avait pas Ciotti? Mais il n'y a pas Ciotti, peu importe. Ah bah, mais peut-être. Mais si tu veux, au Parlement européen, quand il n'y a pas les caméras, on arrive très bien à s'entendre entre socialistes, entre macronistes mais et c'est entre. angoissant ce que tu dis, c'est que de la politique. C'est que de la politique. Et moi, mais je te jure, ça m'horripile. Et quand je vois là les débats de chiffonniers sur les plateaux de télévision avec des mecs qui en fait rien ne les sépare. Et on devrait s'entendre sur des priorités pour les Français. Et encore une fois, c'est pas un blanc-seing donné à Emmanuel Macron. C'est pas un blanc-seing. C'est se dire on doit s'entendre pour éviter deux périls. La France insoumise, antisémite, pour certains. C'est un parti antisémite, la France insoumise? Il y a des relents antisémites chez certains. Ouais. Et oui, je serais pas loin de le penser que ça. Mais ils n'ont jamais été condamnés? Non, ils n'ont jamais été condamnés, mais il y a des enquêtes. Mais moi, quand on me dit le Hamas est un mouvement de résistance, pour moi, c'est des propos qui relèvent de l'antisémitisme. Quand on dit, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, qu'en France, il y a un antisémitisme résiduel, alors qu'il y a une explosion de 1000% des cas d'antisémitisme, pardon, mais ça relève, pour moi, d'un propos que je peux qualifier comme étant antisémite. Donc moi, je veux éviter ça au pays, et puis je parle que de ça, mais économie totalement à plat s'il passe au pouvoir, des méthodes, mais staliniennes, Alexis Corbière, Raquel Garrido, on partage pas grand-chose, mais je pense qu'ils sont plus républicains que certains à la France insoumise. Donc ça, non merci. Et derrière, vous avez le Rassemblement national. Alors là, c'est magnifique. On dirait quand je parle à mes enfants, quand je leur dis range ta chambre, range tes jouets, je le ferai plus tard. Je dis papa, oui d'accord, mais je le ferai plus tard. Donc en fait, ça fait 10 ans que les mecs nous mentent. Bardella, il nous promet monts et merveilles toutes les semaines, tous les jours, plateau télé, matin, midi et soir. Maintenant qu'il est à deux doigts de pouvoir peut-être prétendre à exercer le pouvoir, tu penses qu'il a peur? Bien sûr. Bien sûr. Non, mais peut-être qu'il est en train d'ouvrir les yeux et de se dire tout ce qu'on a promis. Ah, mais j'espère que c'est les Français qui ouvrent les yeux sur le programme du Rassemblement national. Il a pas envie d'aller à Matignon, t'as vu? Je sais pas. Pas majorité absolue, je vais pas à Matignon. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est parce qu'il veut agir. On ne peut pas lui reprocher le fait de dire. Et on n'a pas agi, nous. C'est précisément. Non, mais tu nous dis que c'était compliqué. C'est pour ça qu'on dissout l'Assemblée nationale. Il n'a pas envie de ça. Mais à lui de trouver des majorités. Moi, justement, c'est précisément ce que je dis. C'est que si tu veux gouverner aujourd'hui, mais que les Français te donnent cette configuration-là, il faut trouver des ententes, des compromis, des consensus, des voies de passage avec les gens qui respectent pour moi les valeurs de la République. C'est pour ça qu'il n'y arrivera pas, Bardella. Et il le sait. Il le sait qu'il n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas dans le champ républicain. Parce qu'il a dans son parti des gens, et tu l'as vu là récemment, qui parlent encore de la Shoah dans des termes absolument ignobles. Parce qu'il a dans son parti des gens qui ne comprennent rien à l'économie, qui ont passé leur temps comme Zemmour à parler d'immigration. Parce qu'il a dans son parti des gens qui ne pensent pas aux Français, qui pensent à une trajectoire là aussi personnelle. Et en fait, il voudrait une petite lumière dans les couloirs de Matignon pour s'installer à la place de Gabriel Attal parce qu'il a peur la nuit. Moi, je pense aujourd'hui qu'il a la trouille. Et alors que nous, on assume le fait d'être en responsabilité et de dire aux Français, ça sera pas facile. Et la situation, elle est pas facile. Mais on a des solutions. Et faites-nous confiance, on peut essayer de sortir un certain nombre de cas des plus fragiles de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et pourquoi autant de Français ont voté pour eux? Franchement, il y a un vote de colère. Non, mais ça, c'est vrai. Et même pas un vote d'adhésion. 94% des communes arrivent, mettent en tête Bardella, premièrement. Et deuxièmement, moi je constate un truc. Il y a une fracture dans le pays quand même. Clairement, il y a une fracture. C'est la fièvre. Quand tu... elle est très bonne cette série, très bien racontée, mais quand tu vois qu'à Paris, on vote majoritairement Renaissance ou LFI ou d'ailleurs Glucksmann aux européennes, et que dans le reste de la France, on vote Bardella, pardon. Moi, j'ai parlé avec des gens qui habitent en province et tout, ils disent mais vous vous rendez pas compte, vous en fait. Nous, quand on va au boulot le matin, dans un mois, on met 800 balles, vous payez 120 balles, vous, un pass Navigo, vous pouvez vous déplacer. Vous voulez aller manger le soir, vous avez ce que vous voulez. Vous voulez partir en vacances, c'est beaucoup plus facile. Vous avez un problème de santé, vous allez sur Doctolib, vous trouvez, voilà. Il y a une et puis, ce qui reproche aussi, je vais te dire aux Parisiens, c'est le fait de tous les samedis manifester pour la planète, manifester pour la Palestine, mais ne jamais s'intéresser à eux qui vivent dans des territoires reclus. Et ça, c'est un peu aussi de la faute. Je vais pas dire de Macron parce qu'il n'est pas responsable de tout, mais c'est aussi un peu de la faute du pouvoir et du gouvernement. On a laissé de côté. On peut remonter très loin, mais sans doute. Mais c'est là où encore j'en reviens au discours de Bardella qui a changé. C'est que effectivement, et tu prends le bon exemple, celui de la bagnole en fait, celui de mettre le plein dans sa voiture et ça coûte très cher. Aujourd'hui, moi, je te dis et je dis aux Français les yeux dans les yeux, le prix de l'essence, il va pas baisser. C'est conjoncturel, c'est une augmentation de 10, 20, 30 centimes quand ça fluctue sur les marchés. Mais c'est surtout structurel. Aujourd'hui,
on est un monde qui est frappé par des chamboulements terribles, et de toute façon, il faut sortir de cette énergie fossile. Il faut en sortir. Ça ne sera pas facile, c'est pour ça qu'on propose 100 000 voitures électriques en leasing pour les foyers les plus modestes, et c'est pour ça qu'on met le paquet sur la réindustrialisation du pays pour produire des batteries chez nous, pour en faire dans le nord de la France. On a reconstruit des usines, c'est une première, et on en fait aussi à Bordeaux, dans l'ancienne usine Ford de Philippe Poutou. Ça ne s'invente pas. On va essayer cette usine qui était condamnée, parce que Ford s'était barré. Retour aux États-Unis, ça ne m'intéresse plus la France, ça devient trop cher, le coût de l'emploi, non merci. Ben nous, on va remettre du boulot là-bas, et pour produire vert, parce que le climat, c'est de l'emploi. Et donc, si tu dis aux gens, comme Bardella, oh, les voitures électriques, c'est un fantasme, ça coûte trop cher, on n'y arrivera jamais, tu sortiras jamais des difficultés des mecs dont tu parles, qui effectivement payent beaucoup trop cher l'essence et les voitures. Donc il faut construire chez nous, il faut construire vert, et permettre à ces gens de changer de mode de vie. Ça prend 10 ans, ça prend 15 ans, c'est pas de demain la veille qu'on va réussir à le faire. Mais ça, c'est un discours de vérité. C'est un discours qui n'est pas facile à entendre et à expliquer. Moi, j'ai mes parents, tu vois, je te parlais de Villeneuve-Saint-Georges, depuis qu'ils sont à la retraite, ils vivent à moitié dans les Pyrénées-Orientales et à moitié en Île-de-France. Dans les Pyrénées-Orientales, tu as 4 circonscriptions. Tu as 4 circonscriptions aux mains du Rassemblement national. Ouais. Le maire de Perpignan, c'est Louis Alliot, cadre du Rassemblement national. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Qu'est-ce qui a changé en 4 ans? 2 ans pour les circonscriptions et 4 ans pour la mairie de Perpignan. Rien. Ouais, mais ils sont réélus. Absolument rien. Et ça te fait pas peur, le fait qu'ils soient réélus à Hénin Beaumont, dans les villes où évidemment, ils sont mais évidemment que ça me fait peur. Mais surtout, en disant que là, on peut en prendre pour 2 ans. Mais surtout, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part jouer sur les peurs, instrumentaliser les colères, manipuler les angoisses. Mais ils entendent, mais à un moment donné, il faut répondre. Il faut répondre, il faut proposer. Il faut essayer de trouver des terrains d'entente, essayer de sortir des obsessions qui les animent pour aller chercher des solutions. Tu vois, ça fait 2 ans que je suis porte-parole de Renaissance, ça fait 2 ans que j'affronte quasiment toutes les semaines Laurent Jacobelli ou des gens comme ça du Rassemblement national qui passent leur temps à me dire TVA à 5,5 et suppression de la TVA sur les... alors 5,5 c'est plutôt sur l'énergie et 0 c'est pour les produits de première nécessité. Ça a été essayé ailleurs. Ça a créé des pénuries en Espagne. Ça a créé des pénuries en Hongrie. Et ça a entraîné des explosions de prix sur les autres produits. Parce que quand tu es un producteur et qu'on te dit on run ta marge parce que le supermarché lui va plus en faire et que l'État va en plus devoir faire des impôts ailleurs, mais tu le vends plus ton produit. Tu vas le vendre ailleurs, tu t'en vas. Non mais Loïc, c'est hyper intéressant. Mais là j'ai l'impression franchement, tu sais quoi, qu'on paye le fait que le président de la République n'ait pas voulu faire de campagne en 2022. Parce que tout ça, vous l'avez pas dit en 2022. Tout ça, la majorité, je crois qu'on l'a dit. Vous étiez les seuls à vous entendre. Parce que vous l'avez pas dit. Il a été réélu à 30% au premier tour. Non, mais les législatives, il n'y a pas eu de campagne. La preuve en est, c'est qu'on nous parle de 65% de participation dans les semaines qui viennent. Et qu'il y en a eu 40. Tu sais, il y a Catherine Ney, journaliste éminente, qui dit en politique, en France, l'amour dure 5 ans. Et je crois que je suis assez d'accord avec ça. Parce que quand tu regardes les fins de quinquennat ou les fins de septennat, ça a été difficile pour Chirac. Roi fainéant, on disait. Ça a été difficile pour Sarkozy, dont on disait qu'il était méprisant, qu'il était hors sol. Ça a été autrement plus difficile encore pour François Hollande, qui n'a même pas pu se représenter, il était humilié. Le président Macron, il est réélu. Hors cohabitation, c'est inédit, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Et derrière, effectivement, tu as une accumulation de crises, et en plus, il va, je crois, moi courageusement, mener à bien des réformes qui ne sont pas populaires, mais je crois, et nous croyons, nécessaires. Mais il y a cette espèce de lassitude, une usure qui frappe tous les présidents de la République et qui, effectivement, est soulevée par certains Français. Mais est-ce que pour autant, il aurait dû mentir ? C'est ça, moi, ma grande question. Est-ce que pour autant, il aurait dû dire « Écoutez, je fais plus rien, parce qu'en fait, je vais vous promettre mon émerveil, ça va pas marcher, c'est ce que fait le Rassemblement national, ou alors je vais contribuer encore à apporter de la division dans le pays, opposer les uns aux autres, la fièvre. Pour moi, Mélenchon est un artisan de la fièvre. Pour moi, ce qu'il fait chaque jour, méthodiquement, sur Twitter depuis 2 ans, c'est créer de la division, de la tension dans le pays. Tu penses qu'il sera Premier ministre si le Front Populaire gagne ? Ah, si le Front Populaire gagne, oui. Ah, tu penses vraiment ? Évidemment. Et je pense à tous les électeurs de Raphaël Glucksmann. Je peux te dire qu'aujourd'hui, sur les marchés, il y en a un dont on parle beaucoup, c'est Raphaël Glucksmann. Ouais. Il y a une femme, l'autre fois, elle vient me voir, elle me dit... Moi, j'étais déçu, je voulais plus voter pour vous, aux européennes, j'ai voté Glucksmann, parce que je suis pro-européenne, parce que je suis attachée à la social-démocratie, parce que je suis une électrice historique du Parti Socialiste, mais j'ai voté Macron.
Mais là, j'ai voté Glucksmann parce que, bon, voilà, signal envoyé. Mais je l'ai entendu sur France Inter. J'ai entendu. Donc, elle écoutait bien, elle est attentive. Elle suit Glucksmann. Elle se dit, il est sur France Inter, il va rompre le contrat avec la NUPES, là, le Front Populaire. Et non. Elle dit, mais il a mis mes 15% que j'ai contribué à lui donner à la poubelle. C'est une honte, c'est une trahison. Je te raconte ça, je l'ai en vidéo. Hein. Non, mais tu vois, c'est pas. Et vraiment, moi, évidemment, je me dis, elle a raison, cette dame. Parce que vient faire la social-démocratie, l'Europe, l'économie de marché, les valeurs, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte pour l'Ukraine? LFI, pas un député. Quand Volodymyr Zelensky vient s'exprimer devant l'Assemblée nationale il y a 15 jours. Ils veulent pas et lui, il vient se compromettre là-dedans, et c'est une trahison des électeurs. Vraiment une trahison des électeurs. Donc moi, j'essaye, et encore une fois, c'est mon leitmotiv et c'est mon mantra, c'est de dire, je dis la vérité. Je dis la vérité aux gens. Et je pense que le président de la République, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, parce qu'il faut remettre de la clarté. Tu trouves que c'est plus clair aujourd'hui? Je sais pas, mais on voit quand même des démarches de clarification. Ouais, mais Loïc, on se connaît depuis... Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. 10 ans, je pense. 10 ans, parce qu'on s'est croisés sur plusieurs médias. Ça s'appelait iTélé à l'époque, je crois. Ça s'appelait iTélé, et puis on s'est même vu à Public Sénat. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu trouves pas que très bonne chaîne, les jeunes, regardez Public Sénat. Tu trouves pas que depuis 10 ans, j'allais dire, la France, elle est fracturée plus qu'avant, parce que j'allais te donner l'exemple de ce qui s'est passé, le viol horrible de cette jeune fille de 12 ans. Mais en vrai, depuis 2006, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, ou on viole... J'allais te dire, Ilan Halimi, c'est pas... Tu vois. Donc, c'est sans doute un mauvais exemple. Le gang exemple. des barbares. Écoute, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, tu as encore une fois une tension exacerbée un peu partout dans le monde. La Grande-Bretagne en est sans doute l'un des meilleurs exemples. Parce que par usure du pouvoir, par la fin des années Blair, en fait, qui avait une ligne pour moi assez claire, mais qui avait provoqué sur sa personne une usure, Cameron décide de jouer au poker. Ouais. Et ça donne le Brexit. Parce qu'il y a des gens qui disent take back control, on va tout remettre à plat, Grande-Bretagne is back. Et au final, c'est quoi? Explosion de l'immigration, toutes les places financières qui déménagent à Paris, à Cologne, à Berlin. Sur le Brexit, ouais. Voilà, non, mais c'est un exemple hyper intéressant. Sur l'immigration, mais c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Le truc, c'est une île, c'est plus en Europe, ils peuvent contrôler qui entre, qui sort, explosion de l'immigration. Explosion de l'immigration. Parce que quand tu ne te donnes pas les moyens à plusieurs, en l'occurrence pour moi c'est au niveau européen, de réguler l'immigration illégale, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Quelqu'un qui veut fuir la misère, il ira où il veut. Et en l'occurrence, la Grande-Bretagne, ça a toujours été une terre de destination au prix de sa vie. Tu peux le dire une fois, 2 fois, 3 fois, ne va pas sur ce canot pneumatique pour traverser la Manche, il ira. Et ça occasionne des drames tous les jours. Tous les jours. Donc c'est pour ça que nous, au niveau européen, on a fait cette loi qui, je pense, est de nature à changer durablement les choses, tout en respectant le droit d'asile, parce qu'on y est attaché, à condition que chacun prenne sa part. De la France à la Hongrie, en passant par le Danemark et la Grèce. C'est pas que pour la France, l'Espagne et la Grèce. C'est pour tout le monde. On est 27, c'est une chance. Quand tu vas aux États-Unis, si tu mets toute l'immigration à New York, je peux dire que c'est pas la même ville. Ils ont réparti sur le territoire. Et eux, ils ont une politique d'immigration à la fois intransigeante, dure, mais accueillante pour ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, ce pays, cet État s'est construit sur l'immigration. C'est un État d'immigration. Donc, première chose, les tensions, elles sont partout ailleurs. Et le Brexit, pour moi, est le meilleur exemple. Le deuxième exemple, c'est Mélanie. C'est l'Italie qui décide de faire confiance à l'extrême droite. Aujourd'hui, elle s'adapte au niveau européen, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est d'accord avec les décisions d'Ursula von der Leyen, elle donne quelques bons points à Macron, elle soutient l'Ukraine, elle est atlantiste. Elle donne 450 000 titres de séjour. Elle régularise 450 000 travailleurs étrangers. Parce qu'elle en a besoin. Parce qu'elle en a besoin, et donc elle s'adapte, et elle adapte son discours. Mais la vérité derrière, c'est qu'elle restreint l'IVG, elle contrôle la RAI, les journalistes. Ah, c'était ma question d'après. Eh oui, donc t'as un vrai projet d'extrême droite. Journaliste. Ouais, t'as plus de carte de presse aujourd'hui. Ah ben non, j'étais, moi j'ai fait. Tu l'as rendu ouais. Quand t'es arrivé, t'as dit bien sûr. Alors moi, allez, sans retour. Ah, tu ne seras plus jamais journaliste? Non, bien sûr que non. Ah ouais. Toute ta vie, tu vas faire de la politique? Peut-être pas. Ah non, ça non. Ça, j'en sais rien. Mais t'as aimé ta carrière de journaliste? Ah oui. Ah bah oui, parce que sinon, je participerais moi-même à la grande confusion alimentée par certains. Tu vois, on parlait de CNews. Jean Messia. Un jour, il est chroniqueur, un jour, il est politique. On ne sait pas où il habite. On sait à peu près ce qu'il pense. Mais je trouve que c'est indélicat. Tu pourras jamais redevenir journaliste après? Non, je ne veux pas. Et déjà parce que, j'avais fait ce choix avant de faire de la politique. C'était de quitter le journalisme. Ok. Voilà, j'étais fatigué, j'avais plus envie, j'avais plus la niaque, j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai demandé à Poutine s'il allait envahir l'Ukraine. J'ai interviewé Donald Trump, j'ai accompagné un président de la République dans, 50-60 pays.
J'ai travaillé avec des gens extraordinaires, de tout horizon, et ça m'a passionné. Mais je pense qu'il était temps pour moi d'arrêter et de faire autre chose. J'avais pas prévu de faire de la politique. J'étais pas prédestiné à faire de la politique. Comment ça s'est passé ? Bah écoute, il y a des gens qui m'ont dit, moi je vois ce que tu peux faire parfois contre la France Insoumise ou le Rassemblement National sur certains plateaux. Ah ouais ? C'est vrai qu'à la fin, j'avais du mal à retenir aussi mes coups face à ces deux extrêmes qui pour moi représentent des périls pour la France. Et je m'étais dit que j'étais en train justement de sortir de quelque chose auquel moi je suis attaché, c'était la neutralité. Et j'arrivais de moins en moins parce que les discours se radicalisaient sur les plateaux de télévision et je sortais un peu de cette neutralité. Et c'est là où j'ai décidé de dire stop. Et des gens ont remarqué ça, proches d'Emmanuel Macron, et ils m'ont fait une proposition. Et en l'occurrence, c'est Stéphane Séjourné, qui depuis est devenu ministre des Affaires étrangères, qui venait de reprendre le parti, qui venait de rebaptiser le parti Renaissance. Ouais. Et il m'a dit, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un porte-parole et de quelqu'un qui va combattre sur les plateaux de télévision. J'ai pris quelques jours de réflexion avec mes deux filles et j'ai dit oui. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la presse, on va en parler dans 15 secondes, mais j'ai une question. Son nom m'échappe, mais c'est un chroniqueur de gauche qui est sur BFM TV, Pablo Paolo Vivien. Voilà, Pablo Paolo Vivien, merci. Qui déclare il y a quelques jours que, sur RTL que finalement, si on vote Rassemblement National, c'est parce qu'on est raciste, pas parce qu'on pense que le RN va abroger la réforme des retraites. Ce sont ses mots. Moi, je trouve ça hyper violent de dire ça. Moi, j'ai eu maille à partir avec lui une fois pendant la réforme des retraites, sur un plateau de BFM, parce que j'étais face à un syndicaliste marseillais qui s'appelle Matteux, qui avait tenu des propos extrêmement violents. C'était même un appel à la violence, dans mes souvenirs, quasi à l'insurrection contre le président de la République. Et moi, je trouvais que, venant d'un syndicaliste de la CGT, c'était des propos condamnables, irresponsables, dangereux. Et Pablo, il défend quelque chose que derrière, j'ai pas compris, mais en tout cas, il m'a expliqué. Il défend l'intersectionnalité des luttes. Si quelqu'un de gauche dit quelque chose, il se sent obligé de le défendre. D'accord. Et je lui disais, mais ça va pas ou quoi ? Tu peux pas défendre quelqu'un qui appelle à la violence. Toi, tu es non-violent. Oui, mais je suis de gauche. Donc je cautionne les propos de l'autre. Et ça m'avait vraiment choqué. Et derrière, j'ai voulu qu'on apprenne à se connaître. On s'est effectivement rencontrés à plusieurs reprises sur des plateaux. C'est quelqu'un qui est profondément de gauche. Oui, bien sûr, mais il a le droit d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux dire, et j'en viens à ta phrase, je pense que c'est une méconnaissance absolue du vote Rassemblement National. Je pense que c'est absolument pas, et précisément absolument pas comment la manière dont on doit répondre au vote Rassemblement National. C'est précisément ce qu'il encourage. Ce vote Rassemblement National. Moi, je suis pas pour la moraline. Je suis pas pour les leçons de morale. Je suis pour qu'on cherche à comprendre pourquoi les gens votent Rassemblement National. Et je suis pour le dialogue. Et t'as compris pourquoi ils votaient Rassemblement National ? Je pense qu'il y a plusieurs votes pour le Rassemblement National. Je te parlais des Pyrénées-Orientales. Je pense que c'est un vote de sentiment de déclin, sentiment ou réalité. C'est un sentiment ou encore une fois une réalité d'abandon, de colère. C'était Colombe, pendant la campagne des Européennes. Colombe, elle est à Perpignan. Et moi, je voulais qu'on aille la voir pendant les Européennes, Colombe. Et je voulais lui dire, en fait, moi je connais bien la ville, enfin en tout cas le village dans lequel elle vit, et je sais qu'il y a des entreprises, une entreprise de gâteaux, de chocolaterie, qui recrute. En 2 secondes, j'avais été sur le site. Alors peut-être qu'elle peut pas, peut-être qu'il y a des aménagements à faire dans sa vie, peut-être que c'est pas aussi facile, mais il faut prendre les gens... les yeux dans les yeux et trouver des accompagnements. C'est un boulot inlassable d'aller remettre les gens dans l'emploi, ne pas les laisser au bord de la route, ne pas les laisser dans aussi l'instrumentalisation de leur colère faite par justement le Rassemblement National qui leur dit tout va mal, sans nous rien ne se passera, vous allez voir ce sera encore pire. Tu vois, quand Bardella il dit, mais il le dit vraiment, ça c'est choquant, avec Macron on va répartir tous les migrants dans les villages. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Ça, c'est jouer sur les peurs, de dire vous allez voir, vous allez être remplacé. Ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge, mais éhonté. Et ça fait peur à Colombe. Et ça fait peur à des gens à Hénin-Beaumont. Et ça leur fait peur à tel point qu'ils vont se rabattre sur le Rassemblement National. Et à la fin, c'est que vous payez le fait qu'il n'y ait pas eu de campagne en 2022, qu'il n'y ait pas eu de débat, qu'il n'y ait pas eu de rencontre. Non mais peut-être, tu as peut-être raison. En tout cas, on paye à mon avis 30 ans aussi de défiance vis-à-vis du discours politique et de défiance vis-à-vis des responsables. Je pense qu'il faut remettre de l'humain, je pense qu'il faut parler à hauteur d'homme.
on parle pas tous des mêmes problèmes. Tu faisais allusion sur la fracture entre Paris et la province. C'est aussi le sentiment qu'ont exprimé les Gilets jaunes à un moment donné. Donc effectivement, il y a, c'est ce qu'explique très bien Jérôme Fourquet dans l'archipélisation de la France. Moi, je suis contre l'archipélisation, mais je la constate. Oui, c'est vrai. Il y a une archipélisation, il y a des bastions qui se créent, il y a une France qui parfois se retrouve dos à dos. Ma circonscription, si tu veux, c'est des villes assez cossues, peu habitées, avec ce qu'on connaît dans la banlieue parisienne, des pavillons bien entretenus, etc., et qui se font face à ce que je connais depuis que je suis tout petit là-bas. Des mares d'immeubles, avec effectivement de l'immigration. Mais l'immigration, si je dis de l'immigration, est-ce que c'est de nature simplement à faire peur ? Ou c'est de l'immigration aussi qui peut être utile au pays, qui peut s'intégrer ? Moi, je pense qu'on a un problème d'intégration, par exemple. Je pense pas qu'on ait un problème d'immigration. Et on le voit dans ce département du 94, il y a une immigration portugaise avec laquelle moi j'ai grandi depuis toujours. Et l'immigration portugaise, est-ce qu'elle pose un problème dans le 94 ? Non. Elle crée de l'emploi. Moi, elle a donné de l'emploi à mon grand-père. Quand il arrive de sa Vendée natale, orphelin de père et mère, mort pendant la guerre, c'est un immigré portugais qui lui donne son premier boulot de mécanicien chez Renault. Sans cet immigré portugais, je suis pas là. Je suis pas devant toi. Donc tu vois, il faut dépassionner le débat, il faut remettre le débat à hauteur d'homme et remettre un peu d'humain. Et ramener de l'histoire. Juste pour terminer... Déjà Ouais. Ça fait une demi-heure. Je parle trop, moi. Non, c'est intéressant. T'es pour une réforme de l'audiovisuel public ? Toi qui as travaillé dans l'audiovisuel ? Oui, je suis pour une réforme de l'audiovisuel public. Donc il faut privatiser le... Ah non Non, je suis attaché à l'audiovisuel public. Je pense qu'il ne marche pas tout à fait. Donc tu es sur la ligne Dati, pas sur la ligne Bardella, quoi. Ah bah oui, s'il te plaît, ouais. Voilà. Parce qu'il faut expliquer la différence, tout le monde ne la connaît pas, la différence. Oui, non, bien sûr. Je pense que on a besoin d'audiovisuel public. On est, après le 18 juin, l'appel du général de Gaulle, il le fait à la BBC. Okay, il n'aurait peut-être pas pu le faire si c'était tout privatisé en Angleterre. Je pense que l'audiovisuel public, il est utile. Et il a été utile. On parlait du Covid. Les chaînes, pour les gamins, quand ils n'étaient pas à l'école, c'était l'audiovisuel public. Voilà. On a fait un programme ici pour les gamins. L'Uni. Voilà. Et ben ça, c'est important. C'est les journaux de qualité. C'est un certain nombre d'objets régionaux, territoriaux, qui sont importants dans la vie des gens, qui sont importants dans la vie des Français. Là, on est dans une période électorale, il y a des débats sur les France 3 régionaux. Louis Boyard est mon adversaire du RN. Tu vas faire de débat, toi ? Ils ont refusé. France 3 me propose de débattre avec Boyard et le mec du RN. Refus des deux. Mais tu sais pas pourquoi ? Je sais pas, je dois leur faire peur. Peut-être. Mais en tout cas, je suis attaché à l'audiovisuel public, mais je pense qu'à un moment donné, il y a besoin d'une réforme. Moi, par exemple, j'ai jamais tellement bien compris la place de la chaîne France Info TV. Je pense que 4 chaînes info, c'est beaucoup. Je pense que si, maintenant qu'elle est là, il faut lui trouver une nouvelle mission d'information. Je pense que bon, voilà, elle marche pas cette chaîne. Et peut-être qu'il faut trouver un moyen de faire de l'international dessus, voir s'il y a des passerelles avec France 24. Enfin, il faut réfléchir. Là, je te donne des trucs comme ça. Mais surtout, moi, sur ce que je crois fondamental dans la presse audiovisuelle, c'est ce que je te disais sur la grande confusion. Qui parle ? Tu citais Pablo, j'ai cité Jean Messia. Pour les gens, c'est des journalistes. Ils les voient à la télé, pour eux, c'est des journalistes. Mais en fait, ils sont engagés sur des causes, dans des camps, dans des partis politiques parfois. Et je dois te dire que il y a une confusion qui peut être faite. Ça mène à la confusion. Et encore une fois, je parlais de clarté à l'Assemblée nationale. Là aussi, il y a besoin de clarté. Ça, je pense que si on doit faire quelque chose au niveau de l'Arcom notamment, c'est peut-être avoir une meilleure représentativité de ce que la classe politique peut dire à la télévision, mais que ça soit plus clair. Pour terminer, une campagne, c'est ta première campagne électorale, c'est fatigant, t'en as marre, tu veux que ça s'arrête ou... Non, moi j'aime bien voir les gens et tu le vois, j'aime débattre, j'aime convaincre, j'aime essayer d'expliquer, d'avoir du recul, de décrypter, d'entendre aussi ce qui peut m'être dit. Personne n'a la science infuse, personne n'a la baguette magique pour dire avec moi, vous verrez, tout va changer en bien et vous allez... Enfin, certains le disent, c'est ce que je déplore, tu l'auras remarqué, mais j'aime faire campagne, j'aime aller sur le terrain, j'aime répondre aux questions des journalistes. Je pense qu'on a besoin des journalistes dans une campagne. C'est fatigant, oui, mais pas plus que mon métier d'avant. Tu connais ça, quand tu fais des matinales ou que tu te lèves à 4h du matin pour aller à 200 km de là où tu as dormi pour aller faire un son, c'est parfois crevant. Et puis les métiers, voilà, moi je suis pour le boulot, je bosse depuis toujours et je continuerai de bosser. T'imagines la défaite ? J'imagine rien. Tu sais ce que tu feras après, que tu gagnes ? Non, si je gagne, j'essaierai d'améliorer la vie des Val-de-Marnais et des Français. Si tu perds, tu veux continuer la politique ? Oui, je pense, oui, je pense. Alors après, dans un temps court, moyen, long, j'aime ça. J'aime. Tu sais, moi, je viens d'une famille où on parlait beaucoup politique, mais on n'en faisait pas. Je pense que ma mère a été
tenté à certains moments et travaillé dans un centre de formation pour le travail social. Et donc avec Copé et Christian Jacob à l'époque, parce qu'elle travaillait à Melun. Et donc il avait un peu approché Madame Signor, vous voudrait pas faire un peu de politique parce que c'était pour eux une caution un peu sociale. Et elle a été tentée et tu sais ce qu'elle se disait ? Je suis pas légitime parce que je suis fille du mécanicien de chez Renault à Villeneuve-Saint-Georges. Bah moi je pense que j'étais pas tout à fait légitime non plus, mais j'ai franchi le cap grâce à un mec qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a donné la chance à pas mal d'en faire de la politique. Donc j'ai envie de continuer. Merci beaucoup Loïc Signor d'être venu nous voir ici, d'être venu me voir, c'était très intéressant. Et puis c'est beau chez toi. C'est pas mal. Hein. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao. Salut.